Merci à vous d'être ici encore une fois très nombreux ce soir pour ce gala de l'immobilier. Je suis ravi de vous retrouver, d'autant que l'actualité nous sert, bien évidemment, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que hier, le gouvernement a rassemblé à Paris 220 maires de villes moyennes pour son projet Action Cœur de Ville, où justement l'idée c'est d'injecter 5 milliards d'ici 2022-2025 dans la redynamisation des centres-villes. La question qu'on va se poser ce soir et que vous vous posez très certainement, vous, au travers des activités que vous avez, c'est quel type de centre-ville on crée, avec quelle imagination et surtout quelle prise en compte des usages qui sont en ce moment peut-être embryonnaires, mais qui feront nos villes d'ici 20 ou 30 ans. Et je vous propose d'en parler ce soir avec trois personnes au cœur de ces réflexions-là pour commencer, et puis ensuite une deuxième table ronde qui sera plus axée sur les métiers qui vont dynamiser les centres-villes de demain, puisque demain se prépare, c'est bien connu dès aujourd'hui. Je vous demande d'applaudir ceux qui vont m'accompagner pour cette première table ronde. Le maire de Versailles, François de Mazières, Hugues Parent, qui est le directeur général d'Euroméditerranée, et Jean-Paul Viguier, architecte. Installez-vous sur les chaises qui sont là, je vous en prie, messieurs. Merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre des micros et je vous laisse vous installer, bien évidemment. Jean-Paul Viguier, j'ai envie de commencer avec vous parce que finalement, un architecte, un urbaniste, c'est aussi aujourd'hui, ça a peut-être toujours été le cas, vous allez me dire, un sociologue qui doit anticiper les usages, les envies de la ville, puisque vous construisez, pas pour 5 ou 10 ans, mais pour le siècle qui suit, logiquement. Écoutez, oui, on vit une période à la fois très excitante et même très inquiétante, si j'ose dire, parce qu'elle est excitante parce qu'elle propose de la nouveauté, des nouveaux problèmes, elle exige de nouvelles solutions, de nouvelles attitudes des professionnels. Donc ça, c'est l'excitation de la situation. Et inquiétante parce que, quelquefois, elle pose des problèmes que nous ne savons pas bien résoudre. Et surtout, elle met en face de nous des réalités qui sont quelquefois difficiles à assimiler, comme par exemple l'accroissement phénoménal de la population urbaine. C'est-à-dire, vous le savez tous, ce sont des chiffres maintenant qui circulent dans la presse, 50% de la population du monde vit dans les villes. Dans 20 ans, ce sera 70%. C'est-à-dire, le taux d'accroissement des populations dans les zones urbaines est phénoménal. Autrement dit, pour accommoder ces populations, pour leur trouver des logements, des emplois, des bureaux, des loisirs, s'occuper des enfants, des conjoints, tout ça est un problème très difficile dans lequel il faut rebâtir les villes. Et surtout, il faut les rebâtir avec une nouvelle éthique, c'est-à-dire qu'on ne démolit plus les bâtiments pour les reconstruire, on essaie de les transformer. Voilà, c'est ça la nouvelle axe. Il faut une modularité, pas que du bâti extérieur, du bâti intérieur, c'est vraiment repenser l'immeuble avec l'existant, c'est ça? Oui, parce que les préoccupations environnementales qui complètent ce panorama, font que nous cherchons à être vertueux partout. Nous cherchons à être vertueux sur la consommation de sol, par exemple, et à arrêter ce qu'aux États-Unis on appelle l'urban sprawl, c'est-à-dire l'étalement urbain, c'est-à-dire rassembler les quartiers. Parce que si nous n'augmentons pas la densité, les villes deviennent dispendieuses. Nous ne pouvons pas créer de transport public, par exemple, parce que les habitations sont trop éloignées les unes des autres. Les infrastructures deviennent extrêmement coûteuses, c'est-à-dire que cette question de la densité est prégnante. Et nous les architectes, nous avons commencé à le dire, et maintenant tout le monde le dit fort heureusement, il ne suffit pas d'augmenter la densité pour faire une ville meilleure. Donc, oui, parce qu'en plus, il y a une concentration sur quelques grosses villes. On le voit en France, il y a aujourd'hui 10 villes de plus de 100 000 habitants qui concentrent les développements urbains des prochaines années aussi. Alors ça, c'est un phénomène de ce qu'on appelle la métropolisation du territoire, donc qui était connu de certains pays comme l'Allemagne, par exemple, avant chez nous. Nous avions une dispersion, et puis nous avions surtout une domination de la ville de Paris et de la région parisienne qui était écrasante, puisqu'un tiers de la population était logée dans la région parisienne, le tiers, elle se distribuait ensuite sur le reste du territoire. Tout le monde se souvient de ce fameux livre de Fernand Gravier, qui était Paris, le désert français, donc on est encore là. Aujourd'hui, l'équilibrage se refait d'une manière plus agréable, mais avec l'émergence de ces métropoles, une dizaine avez-vous dit, peut-être 12, mais aujourd'hui le problème qui se pose dans l'émergence de ces métropoles, c'est d'abord la croissance de ces métropoles elles-mêmes, comment la gérer, mais c'est aussi que quelquefois la croissance de ces métropoles se fait au détriment des villes moyennes qui les entourent. Autrement dit, les métropoles grandissent et les villes moyennes déclinent.
Alors, on le voit d'ailleurs, évidemment, avec l'actualité en ce moment, avec ces deux France qui s'affrontent quelque part, et on ne va pas passer la soirée, évidemment, à parler des Gilets jaunes, mais Hugues Parent, vous êtes à la tête d'un de ces projets gigantesques. Alors, vous avez connu, je pense que ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, vous avez connu la Défense. Là, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'Euroméditerranée. Ça, c'est un projet où on doit marier les habitations, les bureaux, les espaces verts, les loisirs. Vous êtes sur la ville, mais comme un usage, en réfléchissant aux usages, c'est bien ça? Oui, alors c'est vrai à Marseille, c'est vrai un peu partout. Les élus sont souvent des aménageurs aussi. Il se trouve que là, on a une grande opération internationale qui a été très soutenue par l'État jusqu'à aujourd'hui, comme c'était le cas de la Défense à l'époque. Quand on est aménageur aujourd'hui, on est aussi perturbé que les promoteurs ou les directeurs immobiliers, a fortiori les élus ou les architectes. Parce que la question de l'usage, elle s'est toujours posée. Toujours. Mais il y a eu des adaptations. Après tout, les premiers immeubles, c'est les Yéménites. Ça date quand même d'il y a très longtemps. Et ça s'est adapté. Et quand on va aujourd'hui à Split, on se rend compte que les mêmes, aujourd'hui, habitent dans des maisons que les Romains ont construites à l'époque. Donc, il y a eu des adaptations. Donc, moi, je pense que la vraie révolution aujourd'hui, c'est pas tout ce dont on parle aujourd'hui, la modularité, la réversibilité. C'est vrai qu'il en faut, et c'est vrai que ça fait partie du développement durable. Mais je crois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une véritable révolution qui impacte absolument tous ceux qui contribuent à forger cet espace qu'on appelle la ville, et dans lequel il faut se souvenir qu'il y a quand même des gens qui vivent. On est d'abord dans une rupture sur la génération, qui aujourd'hui, comme les autres, pratique la ville, sauf qu'elle ne la pratique plus du tout de la même façon, parce qu'elle ne pratique plus le vélo de la même façon, elle ne pratique plus la voiture de la même façon. En fait, elle ne veut plus posséder, elle veut profiter d'eux. Et c'est vrai aussi pour l'immobilier. Vous le voyez très nettement, ça. C'est totalement vrai pour l'immobilier, à telle enseigne que même les structures financières aujourd'hui sont en train d'essayer de s'adapter à ce côté très transitoire de la possession ou de la non-possession d'un espace dans lequel on va vivre 5 ou 10 ans. Donc, il y a déjà un marqueur très fort, c'est que non seulement les usages, tous les siècles ont été différents, mais là, ils sont fondamentalement différents dans la génération qui arrive. Et deuxièmement, ce qui est très frappant, c'est que cette transformation est mondialisée. C'est-à-dire que les 60% de jeunes dont est composé aujourd'hui le milliard pratiquement et demi d'Africains, petit à petit, a des besoins en termes d'usage qui se rapprochent un tout petit peu de ceux qu'on peut vivre dans certains quartiers, y compris des pays les plus développés. Donc ça, c'est une dimension fondamentale. Et je m'adresse ici à des tas de personnes qui ont évidemment des compétences en matière de captation de la ressource humaine, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, ne pas tenir compte de ça, c'est très compliqué. Donc quand on fait une ville, quand on essaye de la faire, d'abord, il faut penser à ça. Tout ça va être d'abord fait pour que cette génération qui arrive puisse trouver des choses. Par exemple, de moins en moins de rupture entre l'espace privé et l'espace public. Alors on dit, oui, mais ils vont travailler au Starbucks. Non, c'est pas ça, c'est qu'entre le bureau, l'espace privé et l'espace public, il faut que ce soit un directeur immobilier pour attirer des jeunes, ou que ce soit un aménageur pour essayer de décider, de faire des choses qui vont être attirantes, il faut tenir compte de ça. Or, vous savez très bien qu'en France, notamment, la séparation très stricte entre l'espace privé, on y fait des choses, l'espace public, il est géré autrement, il est fait autrement, voilà. Tout ça disparaît. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est fondamental dans la fabrication de la ville. Mais vous me disiez aussi qu'il y avait, alors on le sait, c'est ce qu'on appelle un peu la gentrification, mais vous me disiez aujourd'hui, les jeunes générations, notamment à Marseille, n'ont pas forcément peur d'être dans les quartiers nord dès l'instant où on leur offre les services qui vont avec leurs aspirations. Il n'y a pas d'a priori sur les quartiers désormais. Si on leur offre les usages, ils n'ont absolument pas les mêmes a priori que leurs parents. Et eux, ils savent néanmoins que les quartiers nord, je le dis pour tout le monde, que les quartiers nord sont aussi près de la mer que les quartiers sud. Donc ça permet déjà d'avoir, effectivement, quand on fabrique une ville et qu'on la positionne correctement avec des usages, nous faisons le pari que dans des quartiers qui n'ont pas l'attractivité à Marseille, et c'est vrai ailleurs, nous faisons le pari que ce sont les usages qui gagneront sur les a priori en termes de localisation. Si vous regardez bien les choses, les lieux de créativité depuis 10 ans de toutes les métropoles se situent dans les endroits les plus dégradés en images qui existaient il y a 20 ans. Oui. Vous partez sur Brooklyn, vous partez sur les Docklands, vous partez sur le nord et l'est de Paris, vous partez sur les friches industrielles périportuaires de Marseille d'aujourd'hui, et vous continuez comme ça partout. Ça veut dire que ces zones-là sont devenues celles sur lesquelles, parce qu'elles étaient déshéritées, et souvent d'ailleurs assez vides d'usage,
vous créez des usages, et comme par hasard, c'est là que la créativité de la métropole se révèle. Donc c'est un peu ça qui nous inspire en faisant ce projet, qui est d'ailleurs maintenant, aujourd'hui, devenu un cœur de métropole plus qu'un cœur de ville. Oui. François de Mazières, évidemment, c'est très intéressant de vous avoir parce que vous êtes un élu local en prise à des problématiques que vous allez nous expliquer. Parce que lorsqu'on est à la tête d'une ville comme Versailles, vous me dites si je me trompe, mais évidemment, c'est très patrimonial. Comment est-ce qu'on arrive à dynamiser son centre-ville? Est-ce qu'on est un petit peu contraint? Est-ce qu'on a des difficultés à faire arriver les bureaux, les activités économiques à l'intérieur d'une ville où c'est finalement le patrimoine culturel qui prime? Vous savez, je pense qu'il y a toujours des invariants. Il y a un premier élément qui est fondamental, c'est la qualité du bâtiment. Moi, ça me frappe énormément. Pendant quelques années, j'ai présidé la Cité d'Architecture et Patrimoine. Si vous avez un bâtiment qui est de qualité, au fond, il aura généralement un usage. Deuxième invariant, pour moi, c'est la question des transports. Oui. Ce qui est fondamental, c'est que le bâtiment il soit bien desservi. Si le bâtiment il est proche d'une gare, vous êtes à peu près sûr qu'il aura toujours une finalité. Alors, actuellement, on développe un projet très important autour de la gare des Chantiers. On n'a aucun problème. On a un grand bâtiment qui vient d'être construit par Christian Porzampar. Je suis sûr que demain, Unibail aura trouvé des locataires. D'ailleurs, je vous signale, très beau bâtiment, gare des Chantiers. Appel à candidature. 12 minutes de Montparnasse. Donc voilà, vous avez comme ça des lieux qui sont très forts, vous avez toujours un usage, c'est certain. Et puis alors, pour moi, ce sont des invariants historiques. Je disais tout à l'heure en aparté, au fond, quand vous regardez le Paris de Haussmann, Haussmann avait tout compris. C'était des trames simples, c'était dense, et au fond, aujourd'hui, on arrive finalement assez facilement à transformer des appartements en bureaux. Parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits avec simplicité et avec finalement un objectif qui était assez clair au moment où c'est de loger, mais ils sont tellement bien construits qu'on arrive à les transformer. Et puis parce qu'ils ont la gueule et qu'au fond, des entreprises ont envie d'y être, alors que auparavant, c'était des logements. Il y a tout de même des variables. Les variables du moment, pour moi, c'est quoi? Et ça, je l'ai vécu de façon très forte quand j'étais à la Cité. C'est la prise en compte de la dimension écologique. Ça me frappe énormément comme élu. Si vous voulez, les gens aujourd'hui aspirent à être tout de même en rapport avec la nature. Et d'ailleurs, tous les promoteurs immobiliers l'ont compris parce que vous voyez, tous les projets, je dis un peu en m'amusant, ils sont peints en vert. C'est-à-dire que vous avez des balcons avec des arbres qui font 30 mètres. Vous dites, il y a un petit problème. Bon. Mais pourquoi les promoteurs immobiliers font ça? C'est parce qu'il y a véritablement une appétence pour avoir une ville où vous êtes à la fois habitant et en même temps proche de la nature. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment le résumé, si vous voulez, de ce qui permet de faire des investissements qui sont sûrs d'être avec une rentabilité pérenne. La qualité du bâtiment, c'est vrai être bien desservi, et aussi prendre en compte cette dimension qui est évidente, celle du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on pense écologie. Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que, Hugues Parent, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous me disiez, il y a finalement, et on parlera, Jean-Paul Viguier aussi, de ce que change la fameuse Smart City, mais d'abord sur la manière d'appréhender les projets. C'est-à-dire que vous me disiez, il y a quand même un reboot à faire du côté de la façon de travailler des promoteurs, des constructeurs. Ils doivent penser un peu différemment aujourd'hui sur des grands projets comme Euroméditerranée. Oui, enfin, je disais tout à l'heure, la rupture sociétale qu'on est en train de vivre, et encore une fois qui est assez mondiale, elle perturbe absolument toutes les valeurs établies. Oui. Le promoteur, il ne peut pas acheter, construire, livrer, partir, terminer, puisqu'il n'y a plus que l'usage qui va compter bientôt. Il faudra bien qu'il assure l'usage, puisque c'est là-dessus qu'il attire ceux qui vont habiter les immeubles, que ce soit de logement ou de bureau d'ailleurs. Le constructeur, aujourd'hui, vous savez que pratiquement tout passe par des labellisations, y compris aujourd'hui des boîtes qui sont spécialisées dans la labellisation sur la connectivité à l'intérieur des immeubles. Demain, ça sera sur les espaces publics. Si le constructeur n'est pas au courant de l'ensemble du projet, mais de l'ensemble même de la philosophie du projet, il ne pourra pas exister demain. Donc ça veut dire qu'il est obligé, lui aussi, de transformer complètement sa vision des choses. Il ne peut pas simplement
pratiquement tous les 6 mois faire une revue avec le promoteur qui lui dit à peu près ce qu'il faut faire. Et pour l'aménageur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter c'est d'ailleurs la grosse différence chez nous entre Euromède 1 et 2, on ne peut pas se contenter de dérouler sur un plan guide dans lequel on avance et on roule doucement. On a fait exactement l'inverse à Marseille. On est parti de la partie la plus difficile, la plus sensible, très au nord pour adresser le signal de ce que nous allions descendre vers le plus facile. Et on se comporte complètement différent. On a lancé par exemple, aujourd'hui c'est à la mode, l'urbanisme transitoire. Notre truc, on a appelé Move, c'est-à-dire on bouge. Il a ceci aussi de particulier, c'est que non seulement il est transitoire pour occuper désormais des friches plutôt que de les laisser sans rien avec du portage qui coûte cher, mais surtout on en fait un parcours résidentiel pour des boîtes qui vont venir dans les futurs quartiers que nous sommes en train de construire. Donc tout ça, ce sont des pratiques d'aménageurs qui font que non seulement on est sensible à l'usage, mais on est aujourd'hui même en train d'imaginer qu'une ville ne vivra pas demain si on ne la construit pas de façon totalement parfois aberrante avant. Donc on a ce mouvement Move, et en même temps on est en train de faire quelque chose qui est aussi très important, c'est d'essayer d'amener dans des lieux des moments éphémères, de la culture, du spectacle. Le festival de 5 continents, qui est le festival de jazz, va aller faire des trucs, des concerts dans des endroits qui sont des no man's land absolus pour 4 mois, puisque au bout de 4 mois, on va construire dedans. Donc je pense que la technique de l'aménageur ne consiste plus à dérouler, mais d'abord à apporter la vie, à rendre familier l'endroit dans lequel on va construire la ville, à écouter ces gens qui prennent connaissance de leur environnement qui est complètement différent. Il faut quand même aller dans ces quartiers pour se rendre compte à quel point la différence sociologique et même d'origine est très forte. Et à partir de ce moment-là, on commence à poser les termes d'une ville qui doit ne pas ressembler à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, puisque sur Marseille en tout cas, cette ville vit quand même assez mal cette dualité qui la caractérise. Jean-Paul Viguier, quand on parle de ville intelligente, quand on dit il y a des aspirations, alors on parle plus de transport, on parle de mobilité, on met de la verdure et de l'environnemental un peu dans les projets. On est obligé aujourd'hui, quand on monte un projet pour une ville, d'intégrer toutes ces données-là ? Oui, bien sûr, parce que le territoire urbanisé devient de plus en plus vaste, c'est-à-dire que le rapport à la nature est modifié. Les zones urbaines maintenant doivent contenir les éléments qui permettent à un citadin, vous voyez, pour prendre la région parisienne, on a dit qu'on ne prenait pas des métropoles, mais là on a un disque bâti d'à peu près 50 km de diamètre, et donc avant de retrouver la vraie campagne, quoi. Donc on vit dans un environnement urbain permanent. Et donc la nature revient dans le centre-ville, mais en revenant dans le centre-ville, elle se transforme, c'est-à-dire elle ne revient pas à l'état de nature, elle revient, vous voyez, par exemple j'ai dessiné à Paris le parc André Citroën, qui est un grand parc, donc nous avons fait un parc de 15 hectares, mais c'est un morceau de nature modifié que nous avons fait revenir, à usage des citadins, avec les pratiques de la ville, c'est-à-dire on veut y pique-niquer, on veut s'y étendre au soleil, on veut y passer un moment avec les enfants, on veut aller contempler la nature, on veut s'isoler pour lire un livre. Toutes ces pratiques doivent être possibles dans un parc qui est construit à l'intérieur de la ville. Autrement dit, le rapport à la nature se modifie. Ensuite, il devient productif, c'est-à-dire qu'on voit maintenant fleurir, alors ce sont des modes qui sont arrivés des États-Unis en particulier, mais qui maintenant sont courantes en Europe. On voit apparaître des jardins sur les toits, par exemple, mais des jardins producteurs, c'est-à-dire qu'on fait des légumes, on peut avoir des agrumes, on peut avoir des produits maraîchers sur les toitures. On en voit à Paris de plus en plus. Ça permet d'ailleurs, du point de vue écologique, d'aborder ce dont on parlait avec une des personnes ici d'Attila tout à l'heure, les fameux îlots de chaleur urbains, et de les réduire, puisque vous savez, la ville l'été est une ville quelquefois infréquentable, puisqu'elle accumule de la chaleur dans la journée, elle la rejette la nuit, ce qui fait que vous commencez le matin avec une température très élevée, ce qui fait que la journée est difficile à supporter. Pour ça, il faut réduire les îlots de chaleur, et la nature, en ville, puisqu'elle provoque de l'évaporation, permet de réduire cela. Donc cette nature est essentielle, et elle fait partie des dimensions qu'il faut réintégrer dans la ville. On a parlé de la flexibilité des transports, la nature en fait partie, la mobilité en fait partie, les loisirs en font partie, et la culture aussi. C'est-à-dire, si autant de banlieusards qui habitaient dans les zones périphériques, vous savez, les Américains appellent ça des empty nesters, c'est-à-dire les gens qui, à l'âge de 50 ans, voient leurs enfants qui sont partis, qui vivaient dans une maison de la première couronne et qui ont envie, ils sont tout seuls dans cette maison, ils ont envie de se rapprocher des lieux culturels et des lieux centraux des villes. Donc ils vendent leur maison, ils reviennent dans la ville. Donc ces gens-là, ils avaient passé leur vie dans leur voiture, ils marchent à pied soudainement, ou ils ont un vélo.
Ils avaient passé leur vie à aller faire 10 km pour aller assister à une séance de cinéma. Le cinéma est au coin de la rue, etc. C'est-à-dire ils retrouvent le plaisir de vivre en ville et le plaisir de ces communautés immédiates et de ces facilités que la ville propose. Et donc aujourd'hui, la ville, c'est ça. C'est un lieu quelque part qu'il faut reconcevoir à la fois, comme l'a dit Hugues Parent, spontané. Les vieux outils de planification qu'on a utilisés pendant tout le XXe siècle, il faut les mettre dans le placard. Il faut ouvrir la ville aux opportunités, à la création, à l'invention, à la surprise et créer du plaisir pour ceux qui habitent. Je reposerai dans un instant la même question à François de Mazières, mais je commence avec vous, Jean-Paul Viguier. Ce que vous décrivez là, c'est presque une ville qui a le temps de grandir. Mais il y a une telle croissance de la population dans les mégacités, y compris en France, qu'on a l'impression que finalement, ça va l'arrivée des nouveaux habitants est plus rapide que l'urbanisation. Oui, il y a urgence, c'est vrai. Nous sommes pressés. Vous savez, il y a ce fameux livre de Guillaume Poitrinal que tout le monde avait lu à l'époque, ceux qui s'intéressaient à l'urbanisme en tout cas, qui était intitulé « Plus vite, la France malade de son temps ». Vous vous souvenez de ce livre? Oui. Bon, depuis, et Guillaume faisait partie d'un groupe sous la précédente présidence qui s'appelait la simplification de la France. Donc, donc c'était un grand sujet, quoi. Simplifier nos complications et aller plus vite. Aujourd'hui, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce dont on a parlé tout à l'heure, cette pression des migrations urbaines, pousse à l'urgence, pousse non pas à la précipitation, mais à l'urgence. Et déjà, nous avons répondu à ces questions d'une certaine manière. Déjà, dans les temps passés, pour reconstruire en ville, nous commencions par démolir. C'est-à-dire qu'il fallait recréer un terrain propice à la construction. Aujourd'hui, on ne fait plus ça du tout. Moi, quand j'arrive dans une ville et que je reconstruis quelque part, ou qu'à l'agence, nous avons un tel projet, nous commençons par regarder ce que nous avons. C'est-à-dire nous valorisons l'acquis, ce qui existe sur le terrain. Et nous commençons par essayer de réutiliser, de valoriser les bâtiments, de les transformer. Par exemple, aujourd'hui, pour un grand groupe investisseur parisien, nous transformons un très grand immeuble de bureaux en logement et en coworking et en loisirs dans le centre de Paris. Donc la ville, en réalité, devient transformable. Et cette transformabilité de la ville accélère le processus d'accommodation des nouvelles populations. Nous ne sommes pas obligés d'attendre de longues périodes de démolition, de reconstruction. Nous pouvons le faire beaucoup plus rapidement en utilisant les infrastructures existantes. Voilà. On évoquait tout à l'heure Toulouse qui gagne 25 000 habitants par an, c'est ça, hein, c'est un truc absolument colossal. François de Mazières, c'est sans doute pas ce genre d'hypertrophie que vous connaissez à Versailles, mais comment est-ce qu'on gère justement à la fois l'attrait que peut avoir une ville comme la vôtre pour un certain nombre d'habitants de la région parisienne, et puis la volonté de préserver quand même le vivre ensemble et la cohérence de la ville? Je crois qu'il y a une évolution absolument majeure actuellement, c'est le projet du Grand Paris. Je pense qu'on va connaître véritablement une transformation profonde de la région Île-de-France avec la création de 68 gares. Et ça, il faut être conscient que vous avez comme ça des chocs qui arrivent. C'est quand on a créé le métro, puis ensuite on a créé le RER. Et là, dans les années qui vont venir, ce qui va être la grande transformation dans la région Île-de-France, c'est l'arrivée de 68 gares qui vont créer des polarités. Toute la question, c'est de savoir comment on préserve la nature et créer des zones de densité. Les zones de densité, elles ne tombent pas du ciel comme ça. Elles arrivent quand vous avez des lieux où vous vous déplacez facilement. Et donc, ces 68 gares sont vraiment une opportunité assez exceptionnelle. Valérie Pécresse m'a demandé d'organiser la Biennale d'architecture et du paysage de l'Île-de-France. Elle aura lieu à partir du 3 mai jusqu'à la mi-juillet à Versailles. Eh bien, au fond, si vous voulez, cette biennale, moi, j'ai pensé qu'il fallait la construire à la fois sur cet aspect architectural et également paysagère. Parce que c'est ce qu'on disait tous les trois, c'est vraiment l'évolution du moment, c'est vraiment la demande du moment. Et nous avons quelque chose qui va se passer qui est fondamental, c'est la création de ce nouveau réseau de transport qui permet donc ces polarités et également les Jeux Olympiques. Là, c'est vraiment une occasion exceptionnelle. Il faut que la France sache en profiter. Mais ça va profondément marquer ces prochaines années, c'est évident. Donc, l'une des expositions qui aura lieu, puisqu'il y aura 6 expositions, ça sera organisé par la Société du Grand Paris sur la présentation des 68 gares. C'est la première fois on verra les 68 gares dans un lieu qui est bien adapté. Et en réfléchissant dessus, on se disait, au fond, on parle des 68 gares,
Et on va parler aussi des Jeux Olympiques, parce que c'est vraiment les deux chocs qui vont permettre de faire bouger l'immobilier dans les années qui vont venir. Et puis également, à partir de cette réflexion, on va se dire que l'enjeu du moment, c'est de construire cette nouvelle façon de vivre, une ville qui est à la fois dense et en même temps agréable. Et quand on parle agrément, ça veut dire présence de la nature. Comme le disait Jean-Paul, c'est une nature réinventée. Alors, la nature réinventée, elle a ses limites aussi. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on nourrira la région Île-de-France uniquement avec les toits végétalisés. C'est bien, ça fait partie effectivement de l'agrément de vie, mais il faut aussi qu'on préserve, et on aura une autre exposition qui sera dans le potager du roi, là on est relié avec l'histoire, qui sera faite par Alexandre Chemetov, où on mettra en évidence qu'il existe encore en région Île-de-France beaucoup de producteurs. Et au fond, notre réflexion qu'on doit avoir sur la ville, c'est à la fois avoir ces pôles de création qui sont innervés par des moyens de transport et à côté, préserver ces pôles de nature qui sont aussi des pôles nourriciers. Et c'est ça l'enjeu, je pense, aujourd'hui de la ville et plus particulièrement en région Île-de-France. Alors, dernier élément que je me permets de souligner, c'est qu'on a un gros problème en France. C'est qu'on a abandonné l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, il doit être premier. Je veux dire, on discutait ensemble tout à l'heure, vous me disiez que tu étais originaire de Angers. C'est évident que le problème des gilets jaunes que l'on a aujourd'hui vient du fait aussi qu'on n'a plus pensé l'aménagement du territoire pendant des années. Donc, le phénomène de métropolisation est essentiel, mais on doit aussi, les pouvoirs publics doivent s'interroger. On est à l'heure du TGV, à l'heure d'Internet, où au fond, on peut avoir du travail délocalisé, et on n'a jamais été obsédé à ce point des métropoles. Je pense qu'il faut marcher sur les deux jambes. Alors, Jean-Paul Viguier, vous vouliez rajouter, effectivement, prolonger ce que disait. Je pense qu'on soulève des points très importants. Malheureusement, on n'a pas le temps de les développer dans le détail, mais c'est vraiment essentiel dans la réflexion que nous menons aujourd'hui, par exemple sur la nature en ville et le rapport à la production maraîchère. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas non plus continuer à consommer des haricots au mois de janvier qui ont été produits au Kenya. Bon, il va falloir qu'on les produise nous-mêmes, mais pour ça, il faut des territoires pour le faire, bien sûr. Il y en avait beaucoup autour de la région parisienne. C'était une grande production. La région parisienne elle avait une production maraîchère magnifique, et tous ces terrains ont été à peu près épuisés. Donc, il en reste très peu maintenant pour faire ça. Donc, nous avions proposé à l'agence un projet qui s'appelle Agriville. Vous l'avez peut-être vu dans le cadre de réinventer la métropole, un projet magnifique dans lequel nous avions proposé d'explorer la porosité entre les activités agricoles et les activités urbaines. Parce que là aussi, il y a des limites, bien entendu, dans le rapprochement de ces deux activités. C'était très intéressant, nous avons proposé ça sur le territoire de Gonesse, au bout de ce projet qui, fort heureusement, je crois, ne se fera pas. Là, Europa City, voilà, bon, il vaut mieux faire de l'agriculture, vous voyez, faire des choses utiles pour la population qu'un parc de loisirs de plus, je pense. Bon. Et donc, on avait proposé ça. Donc ça, c'est un sujet essentiel. Le transport dont a parlé François, c'est clé. Là, nous faisons à l'agence aussi plusieurs gares du Grand Paris. Cela va changer complètement le comportement des Parisiens, et en bien. C'est-à-dire, d'abord, le mode de circulation dans la région parisienne ne sera plus radioconcentrique. Tout ne sera pas rapporté au centre de Paris, mais sera distribué sur un territoire plus vaste, de territoire à territoire. Cela va créer une ville multifonctionnelle et multicentristes, c'est-à-dire que les centres vont apparaître, il n'y aura plus un seul centre. Ces centres vont s'équiper, puisque la gare va leur donner du flux, donc de la richesse, de la prospérité, parce que quand le flux arrive, c'est la prospérité qui arrive dans une ville. Donc ensuite, ces centres permettront de faire ce qu'on essaie de faire depuis des années avec tellement de mal, de rapprocher les lieux de travail avec les lieux d'habitation, pour éviter les commutations quotidiennes tellement pénibles pour la population, etc. C'est-à-dire on est en train de vivre une véritable révolution, François a raison de mettre le doigt dessus, dans la région parisienne. Et vous faites une transition avec Cécile Tricot tout à l'heure qui sera avec nous et qui parlera justement de cette logistique qui se réinvente avec les centres-villes. Mais en guise un peu de conclusion, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde, Hugues Parent, j'ai envie de dire qu'il y a une réalité économique, et ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, les directeurs de l'immobilier le savent bien, c'est que lorsqu'on rend une ville plus belle, plus attractive, plus compétitive, on augmente aussi le prix du mètre carré, c'est-à-dire que quelque part,
ces villes-là, pour les habitants, se boboisent, si on le généralise, et pour les entreprises, ça devient également compliqué de s'installer dans les centres-villes. Comment vous gérez ça, vous, sur Euroméditerranée, pour que tout se marie? D'abord, je pense que Jean-Paul a raison. On va de plus en plus vers des villes polycentriques et pas du tout vers le centre-ville. Donc il va y avoir des lieux qui vont s'organiser, et notamment les transports, mais aussi le couple logement-loisirs, enfin consommation et bureaux dans un espace beaucoup plus restreint. Mixité. Mixité, bon. Moi, je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il faut que la ville soit désirable. Et il faut réfléchir à ça, parce que si elle est désirable, ça veut dire que pour les directeurs immobiliers ou les responsables de l'immobilier, qui sont de plus en plus, donc du coup des DRH aussi, parce que finalement il va falloir avoir des locaux qui attirent des générations qui font très attention à ces choses-là. Je pense que c'est très important de suivre les évolutions, encore une fois, tout ce qui vient d'être dit sur l'évolution de la ville. Les jeunes d'aujourd'hui, nous on a baptisé, enfin notre slogan à Marseille sur les quartiers qu'on construit, c'est low cost easy tech. C'est-à-dire, en fait, ils veulent de l'hyper-technicité dans la connectivité et tout ça, mais en même temps, il ne faut pas gaspiller. Donc l'énergie, la question des déchets, la question de l'eau, la question de la nature en ville, la question de la convivialité des espaces publics qui permet parfois même de devenir un espace à privatiser, presque. Tout ça, c'est quelque chose qui est aussi fort pour une ville que ça peut l'être pour peut-être un responsable qui cherche à attirer des jeunes générations dans des bureaux ou dans des lieux de travail. Donc je pense que c'est plus que jamais, à un moment où il y a des bagarres quand même pour attirer des talents, il faut comprendre que ces talents-là ne sont pas insensibles à ce que nous disons sur la ville, mais à l'échelle d'un immeuble, à l'échelle d'un bureau. Et je pense que j'avais été très frappé, un certain nombre d'entreprises, EY par exemple, pour ne pas les citer, je sais pas, peut-être une erreur, enfin, avait décidé de s'implanter dans une tour de la Défense parce que c'était un effet d'attractivité très fort pour des jeunes générations. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Ça va évoluer très vite. Donc je pense que tous ces petits signes qui sont ceux de la ville de demain sont aussi vrais pour comprendre ce à quoi vont réagir, quel stimuli va amener des jeunes talents, plus ou moins la diversité va devenir très importante, la capacité d'avoir des gens autour, sinon dedans, différents, va être de plus en plus important. Et assez curieusement, des espaces, je vous le disais tout à l'heure, qui sont des espaces qui apparaissaient comme un peu dégradés dans leur image, voire même délaissés par les révolutions industrielles successives, et donc dans lesquels la mixité sociale d'origine et ainsi de suite s'est installée, vont devenir des atouts. Parce que partout où ça s'est passé dans le monde, c'est devenu un atout pour la créativité. Donc la ville désirable, ça se termine par la ville créative quand même. Merci beaucoup à tous les trois, Jean-Paul Viguier, Hugues Parent, François Mazère, pour cette première table ronde. Je vous raccompagne et vous les raccompagne.